Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine qui sera plus calme en termes de flux de nouvelles que la semaine passée, qui a été une semaine particulièrement dense, particulièrement intense en termes de news flow pour les investisseurs. Une semaine donc macro beaucoup plus calme, y compris sur le plan des politiques monétaires et des banques centrales. Les grandes banques centrales ont délivré leur dernière hausse de taux et donc rendez-vous maintenant dans 6 semaines pour la Fed, la BCE ou encore la Banque d'Angleterre. En revanche, la semaine sera encore et toujours animée par les publications de résultats trimestriels des grands groupes américains et européens. Et à ce titre, on notera que la semaine sera marquée par la publication des grandes banques françaises, à commencer par BNP Paribas qui publiera ses résultats demain matin. Et puis nous aurons également le reste du secteur pétrolier avec les résultats attendus de Total ou encore de BP cette semaine. Et puis dans les faits marquants du jour, notez cette offre de retrait de cote qui est lancée par la famille Rothschild sur la banque d'affaires Rothschild et compagnie. Une offre à 48 € par action, ce qui représente une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi. Le titre s'ajuste à 1 € près, 47 € pour le titre Rothschild et compagnie ce matin, qui bondit d'un peu plus de 15% pour une offre donc à 48 €. Voilà donc pour les événements de ce début de semaine dans un contexte où les marchés semblent vouloir peut-être entamer une phase de consolidation. Ce serait légitime après plus de 10% de hausse pour les indices européens, notamment depuis le début de l'année. Un CAC 40 qu'on a laissé sur de nouveaux sommets vendredi en clôture à plus de 7200 points, un retracement qui se matérialise par une baisse de 1 à 1,5% pour les indices actions européens à mi-séance. Ce sera l'occasion évidemment, comme chaque lundi à 12h30, de faire le point sur les enjeux techniques de marché avec le plan de trading et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui sera avec nous en plateau. Et puis nous viendrons à évoquer un sujet industriel également autour de la démocratisation du private equity. Si vous suivez l'émission, vous savez que c'est un thème fil rouge de l'émission, c'est un thème industriel. Les grands gestionnaires d'actifs se tournent de plus en plus vers la population des investisseurs particuliers pour leur proposer des stratégies dans le non-coté, dans le private equity. La vague est en train de monter et nous évoquerons ce sujet industriel avec l'un des pionniers du private equity à destination des particuliers. La société s'appelle 123IM et son président du directoire, Xavier Antonios, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage d'une nouvelle semaine, comme chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui, le retracement, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est ce qu'on disait avant l'émission, c'est maintenant ou jamais. Alors, on va étoffer le raisonnement évidemment. On est resté sur des réunions de banque centrale, notamment celle de la Fed, où Jérôme Powell explique qu'il n'y a pas de place pour la complaisance, qu'il faut que les marchés reflètent l'état des resserrements des conditions financières et que l'histoire a montré qu'assouplir un petit peu trop tôt les conditions financières, enfin la politique monétaire pouvait être une erreur. Mais tout en expliquant qu'il ne fallait pas pour autant repousser les anticipations de marché, même s'il a expliqué que, selon lui, l'inflation ne serait pas là où elle serait, ou en tout cas là où les marchés pensent qu'elle sera d'ici quelques mois. Et il a également écarté poliment les baisses de taux que le marché pricait, mais pricait avant les chiffres de vendredi. Et ces chiffres de vendredi, tout le monde les a passés, ils sont absolument lunaires. 3 fois plus de création d'emplois quasiment que ce que le marché attendait, taux de chômage le plus bas depuis 69, des salaires qui ralentissent, mais avec une révision très fortement haussière du mois précédent. Et avec un ISM service surtout, et c'est là qu'on se pose des questions, qui était contracté le mois d'avant et qui là repasse pas en belle expansion, en forte expansion. Et du coup, ça soulève la question, est-ce qu'il y a de l'anomalie là-dedans ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de la révision à venir pour les prochaines publications ? Ce qui là serait plutôt favorable au scénario de la Fed, soft landing, etc. Ou alors, on a réellement affaire à une économie archi-résiliente et finalement le ralentissement qu'on a vu, et là on ne sait pas trop du coup, le ralentissement qu'on a vu sur la première partie de l'année, toutes les stats étaient vraiment en train de ralentir et la Fed
d'Atlanta le montrait bien d'ailleurs, 0,7% de croissance prévue versus quasiment 3% au T4, c'était bien ce ralentissement-là. Donc, que nous montrent ces stats? Est-ce qu'elles nous montrent effectivement une économie qui repart vigoureusement et effectivement, du coup, la Fed aurait bon ton? Demain, notamment Jérôme Powell, et puis plein de speakers, mardi, mercredi, il y aura 8 speakers au total de la Fed, aurait bon ton de repousser un peu les anticipations de marché. Et c'est pour ça que je dis que s'il y a une fenêtre pour la Fed, c'est maintenant, parce que le marché se dit, bon, là, effectivement, on réouvre la fenêtre d'une hausse supplémentaire au mois de mai, ce qui était écarté complètement avant la fin de semaine dernière. Si Jérôme Powell veut surfer là-dessus, ce qu'il aurait bon ton de faire, je pense, sans que ça l'oblige à aller jusqu'au mois de mai en termes de hausse, mais juste pour que les conditions n'aillent pas trop vite en termes de détente, ce serait maintenant qu'il faut exploiter ces données-là, même s'il est peut-être convaincu qu'elles seront révisées ensuite, mais pour dire au marché, pas de complaisance, on l'a dit à plusieurs reprises, et vous pricez des choses, on vous l'a déjà répété, qui ne sont pas en ligne avec ce que la Fed price. Donc, il me semble que la Chine, qui avec l'histoire du ballon, la Fed maintenant, on voit d'ailleurs que les marchés, tous sont plutôt bien alignés là-dessus. Regardez le taux 2 ans américain sensible au taux, il est sur un plus haut d'un mois. Le cuivre, schéma inverse, plus bas d'un mois. On se dit, le marché action, il est sur un plus bas d'un mois. Non, c'est le seul marché, si vous voulez, qui n'a pas ajusté. Donc, c'est pour ça que je dis que s'il doit consolider, c'est maintenant, parce que si par contre, et ça tout le monde en est conscient, les chiffres sont révisés ensuite à la baisse, que la prochaine publication d'inflation continue de ralentir, et que les prochains éléments sur les salaires baissent, évidemment que les taux se détendront directement, et le marché reprendra de plus belle. Donc la fenêtre de consolidation, c'est maintenant. Semaine prochaine pour le CPI américain, qui sera la prochaine grosse statistique pour le mois de janvier, donc l'estimation d'inflation aux États-Unis, qui sera publiée la semaine prochaine. Jérôme Powell s'exprime demain soir, je crois, devant l'Economic Club de Washington. Donc voilà, premier rendez-vous important pour cette semaine. Si on suit le CAC 40 comme indice de référence pour nous à Paris, Alexandre, quelle forme pourrait prendre une consolidation avec un graphique de long terme que vous proposez sur plus de 10 ans déjà? Alors c'est toujours du hors-dividende. Le dividende inclus, donc c'est fait. Il a battu son record la semaine dernière. Bien sûr. Nouveau record sur le dividende inclus. Plus de 21 000 points. Plus de 21 000 points, voilà. Le hors dividende que c'est actuellement à l'écran, donc on voit bien ce schéma toujours post-suprême. Moi, la zone, quand vous posez la question, et depuis quelques semaines maintenant, jusqu'où ça peut retracer, moi, il me semble que c'est cette zone, l'ancien sommet de décembre, qu'on verra même sur le graphique d'après, si on veut le montrer, l'ancien sommet de décembre à 6008, il me semble que c'est des zones entre 7000 et 6008 qu'on peut retoucher quand on arrive de 5600 points. Encore une fois, ce que l'on voit de la Chine aujourd'hui, c'est ce que le marché achetait déjà en novembre-décembre. Ce que l'on voit sur l'économie mondiale, même européenne, qui est moins mauvaise attendu via la publication de PMI ou autre, et l'hypothèse de récession qui s'écarte, c'est aussi le scénario que jouait le marché déjà en novembre-décembre. Les chiffres qu'on voit aujourd'hui viennent confirmer effectivement le mouvement du marché Exactement. Depuis 3 mois maintenant. Exactement, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi depuis plusieurs semaines, c'est que les poches de cash sont pleines. Et quand tout le monde a du cash, personne ne veut rater un rallye que beaucoup ont raté en octobre. Donc ça alimente, il y a un peu de FOMO quand même derrière. La question c'est, le FOMO, on sait que ça peut être absolument fulgurant à la hausse, ça peut être encore 10% de plus dans le cas le plus spéculatif. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a une barrière entre... Là, il y a deux gros rallyes, T4 et T1. Est-ce que c'est pas là suffisant hors dividende, dividende inclus, qui battent des records historiques, on est quand même sur des niveaux de croissance aujourd'hui. Il faut quand même donner quelques repères. La dernière fois que la semaine dernière, on était sur des volatilités à 17 sur la partie européenne. La dernière fois qu'on était à 17 de vol, je sais bien qu'il ne faut pas comparer la vol pile à un instant T, mais la volatilité, c'est quand même un état d'esprit d'investisseur. La vol à 17, la dernière fois que le DAX avait une vol à 17, il y avait une croissance de 2,7% en Allemagne, il y avait des taux à zéro de la Fed, il y avait un programme d'achat d'actifs de plusieurs dizaines de milliards par mois côté Fed et BCE. C'est quand même pas tout à fait les mêmes conditions, et même si le gaz a beaucoup baissé, il était quand même moins cher aussi à l'époque. Donc on ne peut pas dire que l'état de sérénité économique actuel corresponde à des niveaux de volatilité de 17. Et c'est là que je trouve qu'il y a de la place pour la consolidation, mais le marché fait toujours ce qu'il veut. C'est une question de flux, le marché. Si les flux sont là, si les gérants estiment qu'on peut s'asseoir sur un trimestre en gros d'incertitude ou deux, et qu'on vise déjà le S2, le marché ira beaucoup plus haut. Mais il faut que le marché soit sain aussi. À un moment donné, quand vous prenez comme ça, vous effacez une baisse de 9 mois en 3 mois et demi à peu près. Donc ça va quand même très très vite. Et c'est là que je pense qu'il y a un peu de place. Mais pas, on a dit plusieurs fois, moins de consolidation, c'est pas moins 15. C'est revenir sur des zones que le marché a déjà travaillé, à 6008, 6007. Voilà, ce serait peut zoomer d'ailleurs sur le CAC, effectivement, là, pour voir ce qui serait alors la zone idéale, sachant évidemment que le scénario idéal n'est pas forcément le scénario que le marché va amener. Mais bon. Après, on voit que pour le marché, même toujours au niveau technique,
Il suffit de regarder, vous voyez, quand on avait cassé, par exemple, la zone horizontale, c'était l'ancien sommet de 2000 pour le CAC hors dividende. C'est un très vieux niveau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore à ce niveau? On a dépassé. On voit que le pullback, à un moment donné, se fait plus sur ce niveau-là. On voit que le haut de l'ancien canal, ces algos, ça, ils ont des repères comme ça, ils ont des fibos, des moyennes de prix, ils viennent chercher les niveaux. Donc ces niveaux, les deux, qui moi seraient des niveaux propice à des retracements, il faut au moins aller chercher les 6940, qui est une zone déjà testée, et l'ancien sommet de décembre. C'est intéressant de voir que, par exemple, sur le marché américain, ce sommet de décembre pour le Dow Jones, on ne l'a pas repassé sur le Dow Jones. S'il y a bien un indice américain qui ressemble un peu aux indices européens, c'est le Dow. Et pourtant, l'économie américaine est quand même plus résiliente ou autre, le Dow, lui, est toujours sur son sommet de décembre. Donc il y a ça aussi, soit c'est le Dow qui est en retard et qui partira, ou alors moi je pense que c'est le Dow presse plutôt bien les choses, en termes d'appétit initial, par rapport à la réalité ensuite. Et c'est pour ça que je pense que le CAC aurait bon ton d'aller chercher les 6008 qui serait ce niveau-là, en fait, que le Dow Jones, par exemple, n'a pas encore franchi, à niveau équivalent. Ouais, c'est vrai que c'est la nouveauté de ce début d'année. Après un démarrage assez médiocre, c'est le Nasdaq aujourd'hui qui regagne un peu en leadership à la faveur des dernières semaines. Alexandre, on le voit d'ailleurs assez nettement sur ce graphique. Le Nasdaq, là aussi, il est sorti un peu plus tôt que je l'attendais. On savait cette zone, tout le monde l'a surveillée, c'est une zone très en biais baissier, impactée à la baisse par des taux qui montaient sans cesse depuis 2022. La question de la sortie était moins certaine parce qu'on avait déjà retouché le haut du canal, enfin le haut de ce biseau avec la baisse des taux US, et même avec des taux qui restaient quand même au-delà de 4% sur les taux courts, et même des taux plus courts, le 6 mois qui était encore à 4,7 et quelques, il faut bien se rendre compte que l'effet TINA, c'est pas un conte de fées. Enfin, c'est pas, ça marche bien dans les deux sens. Quand effectivement les taux sont à zéro, voire négatifs, évidemment qu'on achète de la tech parce qu'il n'y a rien à côté. Mais actuellement, le marché qui commence à jouer, d'un point de vue historique, il n'a pas tort, le marché. Un investisseur, il a raison d'acheter niveau. Il avait raison d'acheter il y a 2 mois. Et il a encore raison d'acheter aujourd'hui. Mais à condition de se placer sur des horizons de quelques mois. Si on se dit, mais aujourd'hui, la tech, c'est inévitable. Quand vous avez du rendement en face, ce matin, le 6 mois, il était, si je ne me trompe pas, autour de 4,8, 4,9, le 6 mois américain. Vous avez donc du rendement absolument sûr à quasiment 5% sur 6 mois aux États-Unis. Donc, l'appétit débridé, on va dire, pour la tech, il sera valide quand on aura effectivement une courbe de taux qui va déjà se repentifier un peu, quand les taux courts donc, vont diminuer, que les taux longs vont se stabiliser. Là, c'est pas encore ce que nous avons à ce stade. Donc, il me semble que c'est des rallyes qui sont un peu vulnérables, mais qui ne sont pas des remises en question. Le bottom sous le Nasdaq, je pense que les 10 000... C'est plus un rallye de soulagement qu'autre chose. C'est pas un rallye qu'on a envie de chasser là aujourd'hui sur le Nasdaq. On a envie de le chasser quand on est investisseur. Un investisseur qui voit ça, qui passe 2-3 ans, évidemment qu'il faut le chasser ce rallye. Même si là, il est un peu haut, il faut aller tout de suite. Il ne faut pas attendre dans 6 mois. Mais la question du timing, par contre, en se disant, bon, est-ce que j'y vais avec des taux courts encore à quasiment 5%, sachant que la saison de résultats était moins mauvaise que pour certains, mais pas toutes. Regardez les Amazon, l'Alphabet ou autres, il y a quand même des surprises pas terribles et en dessous du consensus qui était déjà un consensus dégradé. Donc, je trouve qu'il y aura un peu de place, encore une fois. Vous voyez, il y a un Fibo 50, c'est juste une zone en fait, de retracement de tout le rallye post-Covid. Revoir un 50 me paraît pas dingue, voilà. Mais je ne suis pas plus baissier que ça, vous voyez. Non, j'entends. Rentrer un peu à nouveau dans le biseau serait légitime dans la phase actuelle. Et celui qui peut nous y amener, tout le monde le sait, c'est le de la Fed. Voilà. S'il y en a bien un qui veut calmer les anticipations de marché, c'est Jérôme Powell. C'est intéressant parce que la dernière conférence de presse, moi j'ai trouvé qu'il était presque fataliste, voire qu'il avait peut-être même capitulé sur l'idée de repousser ces anticipations de marché. On lui a posé maintes fois la question, est-ce que les conditions financières sont pas trop souples, etc. Qu'est-ce que vous pensez de le marché qui anticipe des baisses de taux? Qui aura raison à la fin? We'll see. On verra. Soit c'est une forme de capitulation, soit c'est peut-être aussi une forme de mise en garde. À la fin de la partie, vous verrez, c'est la Fed qui garde la main. Moi, on verra, mais peut-être qu'on aura un premier appel à l'ordre demain soir à l'Economic Club de Washington. Le sentiment que ça va donner, c'est qu'il ne voulait pas effectivement aller contre le marché, parce que si le marché a raison et qu'effectivement... Il admet qu'il y a des vues possibles, différentes de celles de la Fed sur la désinflation aux États-Unis. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est de se dire, je me garde marge de manœuvre. Comme je ne dis pas que je suis contre ça, si les chiffres qui viennent de se passer vendredi sont trop forts par rapport à ce que moi, Fed, j'attends, ce que le marché attend, à ce moment-là, ce sera facile pour moi, Jérôme Powell, de dire au marché, vous voyez, je vous avais dit que vos anticipations étaient trop ambitieuses, et regardez les chiffres que nous avons vendredi, ils vont contre vos anticipations. Et donc, il sera facile pour lui aussi de remettre une petite couche légèrement faucon pour calmer un peu le sentiment. Attention, des effets saisonniers sans doute très forts dans les chiffres de janvier sur le marché du travail américain. C'est un des chiffres qui est les plus révisés au monde, également parmi les grandes statistiques majeures qui sont suivies. Un mot du cuivre et de la Chine, Alexandre, pour nous dire quoi? Que le marché n'estime pas que la Chine et la reprise chinoise sera inflationniste? Alors je dirais qu'un marché qui fonctionne de manière saine, c'est celui-ci. Alors on peut dire, oui, vous dites ça parce que le CAC va plus haut que ce que vous pensiez. Ce qui est vrai, moi, le CAC, je ne l'attendais pas au-delà de 6008 tout de suite. Mais le cuivre, il a cette fonction. C'est-à-dire qu'il a bien, vous voyez, depuis octobre-novembre, c'est là que ça a commencé à sentir bon pour la Chine sur le déconfinement ou autre. Très gros rallye qui joue bien la Chine. Le dernier de janvier est très puissant. Bon, ça, sur des zones un peu techniques, là aussi, que le marché aime bien. Et oui, le retracement se fait, là aussi, sur... C'est ça, les respirations. Quand on parle de respiration et consolidation pour le CAC, c'est ça
que moi j'aurais aimé voir sur les indices européens. Et le cuivre le fait très bien, c'est-à-dire qu'il a bien joué la réouverture, il ne la remet pas en cause parce qu'il retrace. Simplement, il a bien pressé les choses, il vend un petit peu la nouvelle de la réouverture, puis l'histoire avec les États-Unis ou autres qui arrivent, ça donne encore un peu plus de grain à moudre, plus l'aspect dollar aussi. Le dollar retrouve des couleurs depuis vendredi, le cuivre est sensible à ça, le pétrole est sur un plus bas dans bon mois. Voilà, les comos, les taux et les devises marquent. C'est assez ordonné ce qui se passe sur ces marchés globaux. Le seul qui est un peu à l'écart, c'est le marché action. On suivra ça dans les prochains jours et cette semaine. Merci beaucoup Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, dans Smart Bourse évidemment, sur Bismart. C'est le sujet industriel qui monte de plus en plus depuis un an et demi maintenant au sein de l'industrie de la gestion d'actifs. Comment faire profiter au plus grand nombre des stratégies non cotées, autrement dit du private equity. On parle de la démocratisation du private equity avec l'un des pionniers du genre, le président du directoire d'123IM, Xavier Antonios, qui est à mes côtés en plateau. Xavier Antonios, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La vague monte. Vous êtes un acteur, vous êtes un acteur historique du private equity, du non-coté à destination des investisseurs particuliers depuis plus de 20 ans maintenant que vous développez des solutions dans ce sens, Xavier. La vague monte, c'est-à-dire que vous voyez l'ensemble des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs se mettre en ordre de marche aujourd'hui pour adresser cette clientèle privée particulière avec des stratégies non cotées. Comment est-ce que vous voyez cette vague monter ? Qui dit vague dit aussi intensité concurrentielle pour une société comme la vôtre. Oui, tout à fait, merci. Beaucoup de questions en une et quand on peut retracer l'histoire du private equity des investisseurs privés ces 20 dernières années. Ce qu'il faut constater, c'est que sous l'effet de ces taux sans risque à zéro depuis quelques années et les rendements très faibles des autres classes d'actifs, est émergé le besoin pour les investisseurs privés d'aller chercher plus de rendement, donc encore plus que ce qu'on peut avoir sur des sujets très risqués comme le Nasdaq, la partie la plus risquée, en allant sur du capital investissement, du private equity, du capital risque ces dernières années. Et une volonté globale aussi des pouvoirs publics, notamment de l'État français, de financer les fleurons de l'industrie française, les sociétés technologiques et faire émerger des licornes en France, deux assureurs qui aient besoin aussi de sortir de leurs fonds en euros et redynamiser leurs unités de compte avec quelque chose qui parle aux clients, un désamour des investisseurs privés, parfois pour les classes d'actifs plus volatiles que sont les marchés financiers. Tout ça a fait que depuis 4-5 ans, effectivement, l'investisseur privé, les distributeurs, les assureurs vie, tout l'écosystème de la finance, entre guillemets, se sont intéressés à cette classe d'actifs. Voilà. Et quand on sent un marché qui grimpe, parallèlement, le marché institutionnel, les investisseurs institutionnels, avec parfois leur quote-part investie sur des marchés plus volatiles que le marché action qui ont diminué, se sont retrouvés avec une quote-part de private equity trop forte dans leur portefeuille. Ouais. Parallèlement, ils sont sortis un petit peu, ils ont ralenti leur allocation des investisseurs institutionnels. On rebalance. Ils rebalancent et ils s'exposent moins au private equity. Donc un marché du privé qui tend... qui se développe, un marché institutionnel qui ressort un peu, donc voilà, beaucoup de monde qui arrive, vous l'avez évoqué, des investisseurs historiques comme nous qui sommes depuis toujours 20 ans, on parlera un petit peu de comment on construit nos produits et quels sont nos axes de différenciation, mais c'est effectivement beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché avec des investisseurs privés sur lesquels il va falloir pas simplement leur pousser des offres, mais vraiment avoir beaucoup de pédagogie, que ce soit les investisseurs ou les réseaux. C'est ma question, parce qu'évidemment, quand on voit une vague monter de la sorte, et vous l'avez très bien expliqué, les planètes se sont alignées ces dernières années, et donc il y a une vraie légitimité à démocratiser ces stratégies d'investissement non cotées auprès des investisseurs particuliers. Néanmoins, quand une vague monte, on imagine bien qu'il y aura forcément du bon et du moins bon dans les offres et dans les produits proposés. Xavier, de part de l'expérience que vous avez avec 123IM depuis plus de 20 ans, quelle est la ligne de conduite que vous vous fixez et comment on crée justement un niveau de confiance suffisant entre des investisseurs particuliers en France, généralement réputés pour être plutôt averses au risque, et une nouvelle classe d'actifs qui a des caractéristiques assez différentes. Je ne veux pas l'opposer avec le côté, mais on ne parle pas des mêmes horizons de temps, on ne parle pas des mêmes conditions de liquidité, et on ne parle pas évidemment des mêmes rendements à l'arrivée. Comment on crée cette confiance ?
Effectivement, c'est assez vendre du private equity à des investisseurs privés, c'est extrêmement compliqué parce que par défaut, les caractéristiques du private equity ne sont pas adaptées aux investisseurs privés. Vous l'avez évoqué, déjà on parle d'appel de fonds, c'est-à-dire que l'investisseur qui prend un engagement d'investir 10, 20, 30, 50 000 euros, souvent va lui demander de décaisser l'argent sur 3 à 5 ans, ce qui est très compliqué parce que ça nécessite chez l'investisseur privé ou chez son gérant une rigueur dans la gestion de sa trésorerie qu'il n'a pas. Versus un corporate ou un institutionnel. Ensuite, on est sur des niveaux de risque qui parfois sont mal pricés par l'investisseur, mal jugés par l'investisseur, sur des durées d'investissement qui sont longues. On ne fait pas de coûts en private equity. On sait quand on rentre, on peut organiser la sortie, mais ça peut être long. Et il faut que l'investisseur privé accepte d'être long et accepte qu'on puisse, son portefeuille soit décalé, même s'il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions pour offrir un peu plus de liquidité, il n'y a pas de martingale, la liquidité on la paye. Oui. Soit elle a un coût financier, soit elle a un coût en termes de typologie du produit qui n'est plus vraiment un produit de private equity, mais qui est un Canada Dry de private equity avec des déceptions qu'on pourra avoir au final. Donc c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas faire l'erreur dans le private equity qu'on a pu faire sur d'autres classes d'actifs, de vendre de la performance pure. C'est ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là depuis 20 ans, on en a vu des nouveaux arrivants, ils arrivent aussi vite, ils ressortent aussi vite qu'ils sont arrivés, et c'est pas grave, chaque fois qu'il y a une opportunité de marché, on voit beaucoup d'apprentis sorciers arriver. C'est l'effet mode, ça, forcément. C'est l'effet mode. Il ne faut pas communiquer sur une performance, c'est une erreur, il faut communiquer sur une histoire. Le private equity, c'est avant tout des histoires d'hommes, d'entrepreneurs, de création de valeur et de ce qui va autour d'impact, de transition énergétique, de ESG. Voilà, il faut communiquer toutes les valeurs qui existent sur les valeurs cotées également, sur les sociétés cotées, mais sur lesquelles l'investisseur aujourd'hui s'identifie un peu moins parce que les sociétés sont beaucoup trop grosses ou sont assez éloignées. Il faut redonner de la proximité à l'investissement non coté. Et pour l'embarquer et pour être sûr qu'il viendra sur une deuxième génération de fonds, il faut absolument que l'investisseur y comprenne dans quoi il investit. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur qu'on a fait sur d'autres classes d'actifs, je ne parle pas spécifiquement des marchés, mais on a encapsulé dans des espèces de fonds de black box complète, qui quand tout va bien, on vend les performances dans le private equity à 15-20%. Ouais. Quand ça va mal, on est incapable de le justifier. On ne sait pas si ça vient parce qu'on avait un fonds qui était lui-même investi sur une stratégie américaine, etc. Et moi, voilà, je dis faites attention à ces offres que vous avez dans le private equity dont vous ne maîtrisez pas réellement le sous-jacent. Produit le plus simple possible? Le plus simple possible. Non mais c'est de la PME française, de la bonne vieille PME française, assise sur un actif tangible, sur des marchés sur lesquels la France n'est pas trop mauvaise, elle est légitime. Je vais bien évidemment parler un peu de ma boutique et la mettre un peu en avant. Bien sûr. On travaille depuis 20 ans sur les entrepreneurs français, sur les PME en particulier. Vous le savez, on a un tissu économique, une institut de PME très riche qui mérite d'être accompagné pour les faire grossir et en devenir des champions nationaux et demain des Européens. Il y a quelques thématiques d'avenir sans être technologique. Nous, on travaille depuis 10 ans sur 4 thématiques fortes, je l'évoquais. La santé, le bien vieillir, c'est un vrai sujet en France. Comment accompagner nos aînés et faire et peut-être réfléchir à des alternatives autres que le sujet des EHPAD qui a beaucoup fait parler de ces derniers temps. On a un sujet globalement constant de logement et on est mal logé, il n'y a pas assez de logements en France. Il faut essayer de financer cette construction et le permettre de la développer. Il y a le sujet du tourisme, on est très fort en tourisme. Bien sûr. On a beaucoup de touristes et on avait une offre qui était vieillissante, qui était mal adaptée. Là aussi, on le voit, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a la transition énergétique, le financement des énergies renouvelables. Voilà, ce sont des thématiques simples pour lesquelles l'investisseur privé comprend qu'il y a un besoin. Et cette compréhension de l'investissement, cette compréhension de ce que je recherche comme objectif et comme solution pour mon économie en investissant dans ces entreprises, c'est la clé de tout là. C'est la clé de tout. Il faut des secteurs porteurs, bien évidemment, des secteurs sur lesquels il y a la profondeur, mais des secteurs sur lesquels l'investisseur peut s'identifier, il peut comprendre ce qui arrivera forcément sur des périodes longues. Le private equity, c'est pas un gilet pare-balles, c'est fait comme d'autres marchés. Il y a une volatilité, elle est décorrélée, donc un peu en décalage par rapport notamment au marché financier. Mais à un moment, quand il y a des décrochages sur les marchés financiers, il y a un décrochage. Mais bien sûr. Quelques mois, peut-être années, peut-être pas, mais sur le marché du private equity. Donc, on prend des coûts aussi sur le private equity, donc il faut respecter des règles de diversification, de bon père de famille aussi, aller sur des actifs tangibles et encore une fois aller sur des choses qu'on comprend parce que quand ça ira mal, ça sera plus simple pour tout le monde d'accepter
le fait qu'on ait peut-être une moins-value sur certaines thématiques. Il faut que ça reste intermédiaire ? Ou est-ce qu'on peut imaginer de distribuer cette classe d'actifs en direct à des investisseurs particuliers ? C'est toujours pareil. On est au début de la classe d'actifs. Elle va nécessiter énormément de pédagogie. Il faut déjà, ça passe, cette démocratisation par de l'apprentissage des réseaux de distribution qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas tous. Aujourd'hui, on dit que le marché du private equity est en fort développement. Les offres. Les offres. Il y a offres se développent. Il y a beaucoup plus de promoteurs d'offres que de clients en face. Mais non, mais c'est le début. Non, mais c'est le début. Mais c'est un petit peu un leurre. Ça commence auprès des clients. Moi, ce que j'appelle un client privé, c'est un client patrimonial. C'est quelqu'un qui a quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Là où on se trompe, c'est que le private equity est en forte croissance auprès des clients avertis, des high net worth qui sont éduqués, qui sont de plus en plus riches, on le sait depuis ces dernières années, et qui allouent une quote-part de plus en plus importante de leur patrimoine au private equity. Néanmoins, sur les patrimoniaux, ceux qui nous intéressent, là où il y a la réserve, ceux qui sont dans l'assurance vie, ça démarre. Et ça démarre, encore une fois, plus ou moins rapidement. C'est effectivement, à l'échelle de ces 20 dernières années, c'est rapide ce qui se passe depuis longtemps. Ça reste néanmoins, encore une fois, ça va prendre un peu de temps. À propos d'investisseurs qualifiés, donc l'opération qui a été annoncée la semaine dernière pour un 2-3e, c'est l'opération d'ouverture du capital structurante. Vous ouvrez 25% du capital, je crois, c'est ça, Xavier Antonios, avec des family office notamment qui entrent pour vous accompagner. On a parlé du family office de la famille Dreyfus, mais il y a d'autres investisseurs professionnels, entrepreneurs qui participent à cette campagne et l'ouverture du capital. Comment vous avez choisi, entre guillemets, vos nouveaux actionnaires et est-ce que justement de voir des family office entrer à votre capital, est-ce que ça participe à l'idée de cette création de confiance pour des investisseurs particuliers vis-à-vis de cette classe d'actifs non cotés, private equity, pour qui les family office sont déjà une clientèle cible importante? Ce sont de grands investisseurs en private equity, notamment les deux lead investors qui nous accompagnent, donc que ce soit Céleste, vous l'avez évoqué, ou le family office Spice à Londres, accompagnés d'un tour de table un peu plus large d'entrepreneurs de la finance ou d'entrepreneurs de tout court comme Jean-Philippe Cartier bien sûr, l'hôtellerie, de l'hôtel, notamment de l'hôtellerie, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour bien le connaître. Non, voilà, l'idée, c'est effectivement avoir la confiance de familles qui investissent leur propre argent. Parce que c'est toujours pareil, quand vous rentrez, quand vous avez un investisseur institutionnel qui rentre à votre capital, souvent c'est via des fonds qui n'appartiennent pas aux gérants, qui appartiennent à la gestion pour compte de tiers à d'autres. Là, c'est leur propre argent de familles qui sont des professionnels du private equity, qui sont reconnus en France et en Europe dans leur secteur. Et voilà, et ça donne une dimension, c'est des investisseurs qui sont long terme, qui accompagne le changement, mais pas de façon violente, pas qu'on peut l'avoir comme on peut l'avoir sur des fonds, hein, on sait de quoi on parle. Voilà, c'est un investisseur qui, effectivement, nous ressemble beaucoup parce qu'un 2-3e, c'est une société entrepreneuriale qu'on a créée il y a 20 ans, qui est une société familiale. Voilà, donc se rapprocher de plus grosses familles, ça a du sens. C'est des structures qui vont nous ouvrir leur réseau à la fois de familles, hein, bien sûr, c'est des familles qui investissent beaucoup entre eux, mais aussi leur deal flow, puisque c'est des structures qui, de par les montants qu'ils gèrent et leur exposition, voient beaucoup de dossiers sur la place, voient des dossiers qui sont un peu plus, enfin, qui sont plus confidentiels, qui sont plus confidentiels, qui sont plus internationaux aussi. C'est des choses qu'on a moins. Donc, une vraie complémentarité à la fois sur la partie active, trouver des dossiers, sur la partie passif, lever de l'argent et nous accompagner. En plus de faire la croissance externe, mais aussi sur cider des stratégies, amorcer des stratégies, puisque ce que l'on veut faire à terme, comme ce marché s'ouvre, c'est continuer à être ce que l'on est depuis quelques années, une plateforme d'opportunités d'investissement à destination d'investisseurs privés. Et il faut continuer à rajouter des lignes métiers, des verticales, des nouveaux secteurs d'activité, parce que, encore une fois, on ne fera plus le private equity comme on en faisait il y a 10 ans, en disant on a fait un fonds de fonds tous les 3 ans, et ça suffit pour mon allocation de private equity. Des actionnaires stratégiques, hein, donc, qui vont vous accompagner désormais. Bienveillants et stratégiques. Merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter cet éclairage d'actualité, hein, avec l'opération menée par un 2-3e et cet éclairage sur la vague de démocratisation du private equity à destination des investisseurs privés et particuliers. Xavier Antonios, président du directoire d'un 2-3e, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifier, analyser,
Planifiez, tradez, votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.